Donc, je vais procéder à l'appel. Il est juste 19 heures. Je suis présent. Fabien Sury. Présent. Josiane est excusée. Elle m'a donné son pouvoir. Nicolas Boisseau. Présent. Dolores Petro a donné son pouvoir à Sandrine Foucault. Patrick Collin. Présent. Colette Lopez. Jean-François Girard. Présent. Sandrine Foucault. Emmanuel Dupuis. Présent. Marie-Thérèse Terreri. Bernard Flichy. Présent. Isabelle Hamel. Laurent Roblet. Bruno Ouvrard. Présent. Christophe Blanchard. Présent. Jackie, il ne va pas tarder, hein, elle nous a averti qu'elle... Oui, mais elle va arriver un petit peu en retard. Voilà, c'est pour ça. Hein. Lydia Rocher, Sophie Verseux est excusée, elle a donné son pouvoir à Bernard Flichy. Émilie Fruitier, Aline Boutefeu, Mélanie Rabotin, Valentin Larcher, Joanne est excusée, elle a donné son pouvoir à Jean-François Girard, Johanna Dubois est là, Jules Théopler et Pierre Lebeau. Très bien, merci beaucoup. L'ordre du jour, vous l'avez reçu, je ne vais pas vous le relire. Simplement, aujourd'hui, notre secrétaire de séance sera, s'il l'accepte, Monsieur Christophe Blanchard. Oui. Ok, parfait. Ça tombe bien que tu acceptes. Et puis, vous avez dû recevoir le procès-verbal de la séance du 20 janvier 2025. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu, ce procès-verbal ? Pas de questions, on va passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et première délibération, on parle d'un bail commercial, notamment pour la SARL CD Immobilier. Je rappelle au conseil municipal l'occupation par la SARL CD Immobilier ICOC d'un local commercial qui est situé place du Docteur Giraudet sur la commune déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer. C'est la parcelle AD 193 et je précise que ce bien a une surface occupée de 65 mètres carrés, 55. J'informe aussi que le bail commercial arrive à échéance le 31 mars 2025 et je vous propose de reconduire cette occupation et passer un nouveau bail commercial pour une durée de 9 ans. Je rappelle aussi que le montant du loyer mensuel s'élève à 675,66 € hors taxes. Et je vous propose de décider donc de repartir sur un bail commercial souscrit avec la société SARL CD Immobilier pour un montant de loyer fixe à 675,66 €, sachant que l'indice qui est utilisé pour la réévaluation du loyer, c'est l'IRL, et que la durée de ce bail sera fixée à 9 années à partir du 1er avril 2025. Et je vous demande de m'autoriser, ou mon représentant, à signer ce bail commercial avec cette société et tout document qui se rapporte à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Prochaine délibération, c'est à propos de l'école Jacques Maury. Alors là, on va aller vite. C'est une demande de subvention. Je ne vais pas vous réexpliquer quel est l'intérêt de ces travaux. Je vous rappelle simplement qu'on a voté des travaux il n'y a pas longtemps pour un montant d'1,8 million, qu'on avait rajouté 15 000 € pour les SPS et les contrôles. Et puis, on avait mis une provision de 10 000 € pour un montant total d'1 936 670 €. Et qu'en face à ça, pour le financer, eh bien, on a un DETR de 23,24% qui nous amène 450 000 €. Le CIDEV s'est positionné aujourd'hui pour 100 000 € au moins. Il y a peut-être une négo à aller chercher, peut-être. Ce qui nous fait un autofinancement d'1 386 670 € pour équilibrer à 1 936 670 €, le montant total de ce plan de financement prévisionnel. Donc je vous demande, si vous en êtes d'accord, après les questions que vous pourrez poser, d'adopter ce plan de financement, de solliciter cette subvention auprès du CIDEV, de la négocier au mieux possible et de m'autoriser à déposer le dossier de demande de subvention auprès des services compétents. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon, eh bien écoutez, très bien. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. On parle maintenant de la restauration du boulevard de la Forêt. Vous savez que, et notamment d'une demande de subvention auprès du département, vous savez qu'on a décidé un projet de réhabilitation de ce boulevard de la Forêt situé dans la commune déléguée de la Flotte-sur-Mer. J'indique aussi que cette voie de circulation
et stratégique pour la commune, puisque elle amène le public d'abord à la forêt, mais aussi aux différentes plages du sud de la Faute-sur-Mer. Je précise qu'une étude a été menée pendant plusieurs mois et elle a été partagée à la fois avec les riverains usagers du site et le groupe de mobilité que Fabien dirige, composé d'élus et d'habitants. Cette étude a permis d'aboutir à un projet global qui prévoit la réfection de la chaussée, une adaptation de la voie de circulation des vélos, et puis l'idée est de réduire la vitesse pour les véhicules à moteur tout en conservant les stationnements existants. On a calculé, en fait, on perd 5, sur tout linéaire, on perd 5 stations, places de stationnement. Le projet doit permettre de sécuriser la circulation des véhicules avec une voirie saine, puisque aujourd'hui, vous savez, le système racinaire de la forêt l'a profondément attaqué. Et puis, un système de circulation adapté permettant de réduire la vitesse des automobiles. Les déplacements à vélo seront favorisés en maintenant à la fois le chaussée-doux qui existe sur la partie la plus... oui, c'est ça, du côté nord de la voie. Et puis, il y a tout un tronçon qui sera doté d'une vélorue sur une autre partie de la voie. Le coût prévisionnel de l'opération s'élève à la somme de 248 427 €. Je précise qu'un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral pour un montant de 70 000 €, c'est un fonds de concours de la SVL. Et puis, on va chercher auprès du département 10 000 €. Ce sont en fait les amendes, c'est ça, voilà, on ne va pas se gêner, on va aller chercher ces 10 000 € qui nous permettront d'avoir un autofinancement seulement de 178 427 € sur ce montant total de travaux de 248 427 € pour le programme que je viens de vous présenter. Donc l'idée est de vous proposer d'adopter ce plan de financement prévisionnel et puis de m'autoriser à déposer les dossiers de subvention, et notamment celui qui sera déposé auprès du conseil départemental. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous rappelle qu'il y a une réunion publique à ce sujet-là, qui a été. On aura un autre dessin abouti dans les jours qui viennent, là. Et la phase pro, oui. Et puis on attaquera le chantier, puisque l'idée est que ce chantier soit terminé avant la saison. On est un peu en chantier partout, mais voilà, ça prouve qu'on bosse. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Je vais passer et d'ailleurs c'est Fabien qui va le passer, le micro à Bruno. Bruno à micro. Excusez-moi. Et pour un sujet, notamment l'ouverture des crédits à la section d'investissement du budget, puisqu'on va anticiper un peu, et il y a une petite manœuvre qui est intelligente, qui va vous être proposée par Bruno. Voilà, donc je vous rappelle que la dernière délibération, on avait ouvert des crédits pour le budget principal pour des travaux avant le vote du budget pour 2025. Je vous rappelle qu'on avait ouvert pour 1 260 000 € de crédits qu'on avait inscrits. Donc je propose d'inscrire là par anticipation les dépenses ci-dessous afin de pouvoir faire face aux dépenses arrivant avant le vote du budget pour payer quelques fournisseurs. Voilà, nous avons besoin. Donc dans le tableau que vous avez en haut, des bâtiments pour 60 000 €, du matériel de transport pour famille et le réseau de voirie qui a toujours besoin de travaux pour 40 000 €. Donc je vous propose de mettre ceci au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc pour. Donc voilà, l'ouverture des crédits budget de façon à payer les factures. Parfait. Alors vous avez remarqué qu'on a fait croire à Bruno qu'il avait le micro allumé et ce n'est pas le cas. Ça marche vraiment bien. Je vais proposer à Sandrine Foucault de poursuivre avec l'adhésion à l'Institut des formateurs des risques majeurs et de protection de l'environnement à Yadu-Larcel. Alors, je vous propose, dans le cadre des activités dispensées au sein des écoles, notamment dans le cadre du passeport du civisme, d'adhérer à l'Institut des formateurs des risques majeurs et de protection de l'environnement, qui s'appelle l'IFORM. En fait, le fait d'adhérer, ça nous permettrait plusieurs choses. Donc, du prêt de support pédagogique,
d'une valorisation des actions de l'adhérent, c'est-à-dire nous sur les supports de communication de l'IFORM, d'un abonnement à la newsletter mensuelle de l'IFORM et au bulletin d'information, de la possibilité de bénéficier de l'expertise de l'IFORM pour l'accompagnement méthodologique dans la mise en place de projets pédagogiques, de conseils dans les démarches préparatoires au PPMS pour les écoles, de mise en relation avec un réseau national de professionnels de l'éducation à la prévention des risques et de la mise en sûreté, et d'assister aux rencontres annuelles thématiques. En fait, à la base, adhérer à l'IFORM, ça permettait de pouvoir emprunter gratuitement des expositions, des maquettes, en lien pour le passeport du civisme avec la commémoration de Xynthia. Alors, ils pouvaient nous prêter, mais si on n'était pas adhérent, il fallait payer les frais de transport qui s'élevaient à 240 €. Or là, si on adhère, c'est 100 € l'adhésion et on a tout gratuit. Donc, donc ça valait le coup. Et ça permettra voilà, aux enfants du passeport du civisme le mercredi 30 avril de pouvoir utiliser cette exposition et ces maquettes. Et en fait, ce matériel serait réservé du 28 avril au 5 mai. Et il faudra voir éventuellement pour que la population puisse aussi en profiter, ainsi que les autres classes des écoles. Donc en fait, je vous propose voilà, d'adhérer à l'IFORM. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà hein? Chose que j'ai réservé, les trois matériels. Donc j'ai réservé une maquette qui s'appelle Risque inondation littorale. C'est en fait sur une commune fictive. Les jeunes vont pouvoir bâtir leur propre ville comme des urbanistes en tenant compte du risque inondation. Donc l'idée c'est de rechercher comment réduire sa vulnérabilité. Il y aura une maquette qui s'appelle Retour à la normale. Ce sont des panneaux, pareil avec des magnettes, etc. Pour réfléchir sur la vie quotidienne après une inondation. Et enfin, il y aurait une exposition qui s'appelle « Ma maison est en zone inondable » pour montrer l'importance de se préparer en cas d'inondation. Et alors, sur ce site, il est très intéressant parce qu'il y a tous les risques majeurs. Donc là, j'ai sélectionné plus l'inondation parce que c'est en rapport avec Xynthia, mais c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à aller voir le site. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Bah, merci. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Autre délibération, c'est la signature de la convention territoriale globale avec la CAF de la Vendée. Donc en fait, c'est une démarche politique qui a été entérinée lors du Conseil communautaire du 19 décembre 2024 et qui consiste à décliner au plus près des besoins du territoire la mise en œuvre des champs d'intervention partagés par la CAF et la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Elle a pour objet d'identifier les besoins prioritaires sur la communauté de communes, de définir les champs d'intervention à privilégier au regard de l'écart offre et besoin, de pérenniser et d'optimiser l'offre des services existantes par une mobilisation des cofinancements, et puis de développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les services qui existent aujourd'hui sur notre territoire. Alors, il y a eu différents champs d'objectifs de développement et de coordination qui ont amené à des études et qui mènent à deux premières phases de travail. La phase d'abord d'exploration qui a permis de cerner le périmètre de l'étude et d'identifier les champs d'intervention partagés entre la CAF et la Comcom. La phase de diagnostic qui a permis de définir les besoins par des données statistiques et thématiques. Et puis une troisième phase qui consiste à la définition des orientations et des axes stratégiques. Vous avez pu peut-être le constater puisqu'on vous a envoyé toute la rédaction des fiches actions de la convention territoriale globale avec la CAF de Vendée. Il y a 64 pages ou 65 pages de fiches d'action. Vous pouvez les lire, toutes ne sont pas forcément, correspondent pas forcément à des besoins qu'on a nous sur notre territoire, mais beaucoup c'est le cas. Cette convention dont les axes stratégiques et les fiches actions sont présentés en annexe que vous avez reçu, ça définit un projet stratégique global pour le territoire à l'égard des familles, et notamment c'est vraiment à destination des familles, et puis ainsi que les modalités de mise en œuvre. Je ne vais pas détailler les 64
pages que vous avez reçues. Je vous conseille de les relire si vous les avez oubliées, mais en tous les cas, on voit que il y a un vrai effet pour les familles. Est-ce qu'il y a des questions sur ces fiches qu'on vous a envoyées? Non. Alors on va passer aux voix. Qui émet un avis favorable à la Convention territoriale globale? Eh bien, à l'unanimité, on l'a accepté favorablement. Règlement maintenant d'attribution des lots de lotissement des OIA. Alors ça, c'est un sujet qui préoccupait l'ensemble du conseil municipal, hein, puisque la commune souhaite lutter contre le phénomène de déconnexion croissante qu'il y a entre les coûts de viabilisation des terrains et leur prix de vente. Vous savez qu'on fait face depuis plusieurs années à une augmentation importante des demandes de logement sur notre territoire, et notamment de terrains à bâtir. Cette demande, elle est vraiment soutenue et le caractère balnéaire de notre commune entraîne une pression foncière importante qui se répercute sur les prix des logements ainsi que sur le prix des terrains à bâtir. Et donc, nous avons souhaité, dans ce marché foncier tendu, offrir la possibilité à des primo-accédants de devenir propriétaires en leur ouvrant ainsi une opportunité dans un parcours résidentiel, et par là même maintenir l'accessibilité du foncier sur notre commune à travers l'aménagement du lotissement des OIA sur la commune déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer. Eh bien, le conseil municipal s'est positionné comme aménageur afin de répondre aux objectifs que vous connaissez, hein, c'est maîtriser la pression foncière et éviter la spéculation, accueillir une nouvelle population en cohérence avec notre plan local de l'habitat et le SCOT, permettre une mixité sociale, permettre aussi l'accession à la propriété, y compris pour les ménages aux revenus modérés, et puis optimiser le fonctionnement des équipements publics, notamment nos équipements scolaires dont on a parlé tout à l'heure. Donc, l'idée est d'émettre un avis favorable au règlement d'attribution des lots du lotissement des OIA, notamment décider pour 3 d'entre eux, ce qui sont 3 lots réservés en accession à la propriété. Et je vais vous demander d'approuver les critères d'attribution des lots, et notamment le prix de vente fixé pour ces parcelles, puisqu'on a... Est-ce qu'il y a le tableau derrière moi? Voilà, il y a 7 parcelles. Ces parcelles sont numérotées de 1 à 7. Et sur les 3 premières, peut-être que tu peux indiquer avec ta souris. Voilà, sur les 3 premières, la 1, la 2, la 3, qui sont respectivement de 384 m², 374 m² et 352 m², plutôt que de les céder éventuellement à 120 € hors taxe du mètre, nous partons sur un choix complètement arbitré, hein, de 80 € hors taxe seulement, ce qui permettrait à des primo-accédants, pour des prix modérés, puisqu'on serait entre 28 000 et 30 000 € hors taxe le terrain. Ça leur permettrait justement d'avoir un accès plus facile à la propriété. Ça n'enlève pas que les 4, 5, 6 et 7 resteraient à 120 € du mètre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On parle bien que les 3 premiers, c'est primo-accédant. Primo-accédant. Parce qu'on décide de réduire trop long accession à la propriété. Mais c'est primo-accédant. Tu vas peut-être rajouter primo-accédant. Oui, absolument. Tu as raison. Tu as absolument raison. Et ça ne peut pas être remis en question, parce que si je me rappelle bien, Jean-François doit le savoir d'ailleurs, à une époque on avait fait ça à la faute, et après ça avait été, je pense que tu étais concerné aussi, et après ça avait été refusé. Ok, oui, à l'époque, oui. Notamment parce que à la fois les critères de sélection et à la fois le fait que ce soit un versement direct, en fait, c'était pas sur un prix de baisse, c'était sur le versement d'une subvention à l'achat. Et ça, c'est plus possible. On ne peut plus le faire. Faire des versements. C'est-à-dire que le règlement doit être fait à l'avance, et ça doit être directement au prix versé, au prix du mètre carré versé. Mais la question est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait 2 autres lots. Oh. Il y en a 4 autres. 4 autres. 4 autres. Non, 2 autres. 2 autres, c'est 9 lots. Ils ne sont pas dans le périmètre. Oui, c'est ça, ils ne sont pas dans le périmètre. Ah oui, c'est 7 plus 2, c'est ça. Oui, c'est 7 plus ok, 2, 7 plus 2. oui, 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 c'est ça. On les voit sur on les voit sur le plan. On les voit sur le plan. Ils font l'objet d'une autre délibération. Ils sont ici parce qu'ils seront inscrits au budget principal. D'accord. Cette partie-là. Les 2 qui sont là. D'autres demandes d'information ou d'autres questions?
Bien, je vais vous demander de m'autoriser, ou mon représentant, à effectuer les démarches nécessaires pour la mise en œuvre de ce règlement et à signer toutes les pièces afférentes. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vais demander à Patrick Collin d'évoquer la cession d'un bien immobilier 6, le communal, zone d'activité économique de la baie, à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Alors attends, on va te donner un micro. Non, c'est bon, c'est bon. Je vais peut-être pas tout lire parce que je vais être bref. Ah bah sois bref alors. Je vais pas tout lire parce que c'est toujours le terrain qui se trouve au communal pour l'EPI. Vous savez, on avait d'abord un carreleur, ensuite un machin, et après on a tout dit. Donc on a tout remis, mais il faut faire une délibération pour conclure cette affaire-là. Donc la conclusion, c'est de dire qu'on cède à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral le bien immobilier de la parcelle cadastrée, donc pour grain d'épi, je vais dire bel épi, non, c'est grain d'épi, pour donc une somme de 35 000 € et 1254 mètres carrés. Donc on s'assoit sur ce qu'avaient prévu les domaines, puisqu'ils étaient à 44 000, donc on reste nous à 35 000. Donc les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur, et puis voilà. Donc on autorise Monsieur le maire à signer cet acte définitif qui enlève tous les autres et toutes les délibérations qu'on a pu prendre jusqu'à maintenant. Ok. Des questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors là, on va parler de la création des postes pour l'accroissement saisonnier et temporaire. Vous savez qu'on est nous sommes une station touristique et que, conformément à l'article 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité, c'est-à-dire par vous. Et on doit mentionner sur quel grade et quel niveau de rémunération on habilite l'autorité territoriale à recruter. Alors, il y a deux types d'accroissement saisonnier ou accroissement temporaire dont on va parler, puisque cet été, on a encore besoin d'avoir des saisonniers. Alors, le Code général de la fonction publique prévoit que les collectivités peuvent recruter par contrat des agents contractuels de droit public pour exercer des fonctions correspondant soit à un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois, en tenant compte des renouvellements de contrats, le cas échéant, sur une période de 12 mois consécutifs. Et puis, l'autre cas, c'est un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois, en tenant compte des renouvellements de contrats, le cas échéant, sur une période de 18 mois consécutifs. Et en raison des besoins liés à la période touristique, il y a lieu de créer plusieurs emplois non permanents pour un accroissement saisonnier et ou temporaire d'activité. En effet, pour faire face à l'augmentation de la population et des services proposés cet été, il est nécessaire de recruter du personnel dans les domaines suivants. Donc, ce sera les espaces verts, le littoral, le service portuaire, la propreté urbaine et les bâtiments, la surveillance des plages, les maîtres nageurs, la sécurité, la logistique, animation, la médiathèque. Et je vous propose d'ouvrir pour l'année 2035 35 postes saisonniers ou temporaires pour le bon fonctionnement de la station touristique, conformément au tableau qui avait été joint. Je précise aussi que la rémunération de chacun sera calculée en référence aux échelles indiciaires de chaque grade, et que l'indice pris en compte tient compte notamment des fonctions occupées et de la qualification requise pour l'exercice des missions. Alors, par rapport à l'année passée, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que l'année passée, je vous avais dit qu'on avait dépensé presque 70 000 € en urgence pour répondre à une pression qui était celle de la population qui disait c'est sale partout, il y a des herbes partout. Des herbes hautes, des herbacées qui poussaient très vite parce qu'il avait plu, il faisait chaud, etc. Et je comprends le ressenti de la population. Ce que je demande à la population, c'est de comprendre aussi que c'est son argent et que l'herbe, c'est pas forcément sale, et quand c'est au pied du mur, c'est depuis Napoléon, c'est à chacun d'entretenir. Alors on a des personnes âgées, on a une population vieillissante, et tout le monde ne peut pas le faire. Alors j'avais appelé, rappelez-vous, à une forme de solidarité. Parce que si on peut éviter de dépenser énormément d'argent simplement pour couper de l'herbe, ça ne serait pas idiot que tout le monde mette un peu la main à la pâte. Pour autant, nous tenons les services publics et on se doit de faire en sorte de gérer
la bonne tenue de nos trottoirs, de nos espaces verts. Et l'année passée, on avait demandé à l'extérieur, c'est-à-dire à des sociétés extérieures, d'intervenir. Alors elles sont intervenues, d'abord ça coûte très cher, je vous rappelle, 70 000 € pour 3 interventions, qui sont extrêmement datées. Hein, c'est pas au long cours, c'est pas tout l'été, c'était daté. Et pour le même prix, j'ai proposé au service qu'on regarde la possibilité d'avoir des emplois à tenir, qui permettront d'entretenir au fur et à mesure du temps ce qu'il faut entretenir. Donc c'est ce qu'on a fait. Et à dépenses ISO, hein, alors dépenses ISO, ça veut dire à la dépense égale, on aura donc 4 personnes supplémentaires qui, tout l'été, cette fois-ci, c'est tout l'été, vont pouvoir anticiper justement la pousse rapide des herbacées. Je rappelle qu'on ne peut plus utiliser du phytosanitaire. Le désherbant, ce n'est pas possible, donc ça nécessite beaucoup plus d'intervention que même avec 4 personnes, et je le dis, ça sera enregistré, les gens pourront l'écouter et l'entendre, même avec 4 personnes supplémentaires, on ne pourra pas faire ce qu'on faisait hier avec le phyto, ce n'est pas possible. Ce sera une amélioration par rapport à l'année passée, avec une rationalisation des dépenses aussi plus importante que l'année passée, mais pour autant, le service rendu ne pourra pas être à l'identique du défoliant, c'est pas possible. Et donc il faudra accepter l'idée que soit on met un peu plus la main à la pâte, soit on accepte qu'une plante verte, une herbe verte, ce ne soit pas si sale que ça. Donc on essaiera de faire au maximum, mais on ne pourra pas faire ce qu'on faisait dans le temps passé. Ou alors il faut revenir de façon illégale au phyto et plus poser de questions sur le nombre de cancers qui se développent un peu partout chez nos jeunes. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui s'abstient? Qui est pour? Qui est contre? Merci. On passe maintenant à la convention de gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du littoral pour la Pointe d'Arcet. Et une convention de partenariat et de gestion avec la réserve biologique domaniale qui aujourd'hui relève du domaine public maritime. Et j'ai lu, il y en a 3 pages, hein, c'est 3 pages d'historique et je me suis fait un petit résumé parce que je me suis dit là, je veux bien vous lire les 3 pages hein, de l'histoire depuis 1982, comment on a créé une réserve à la Pointe d'Arcet, etc. Il n'y a pas de souci, je veux bien passer du temps parce que c'est intéressant, mais pour autant, on se répète et je vais vous dire de quoi parle cette délibération. En fait, pour résumer, en fait, le conseil municipal de l'Aiguillon-la-Presqu'île vous demande de discuter de la gestion du site naturel de la Pointe d'Arcet, un espace qui est protégé, qui comprend des terres et une réserve biologique. Ce site est en partie géré par le Conservatoire du littoral, avec l'aide d'organismes comme l'Office national des forêts, l'ONF, mais aussi l'Office français de la biodiversité, qui ne s'est pas tout le temps appelé l'OFB. Donc là, je viens de vous économiser 5 paragraphes. La commune participe également à la gestion de ce site, et l'objectif de cette délibération, c'est de rappeler qu'il nous faut protéger ce territoire en maintenant son équilibre écologique, en préservant les dunes et les digues et en régulant l'accès du public. Donc il y a un plan de gestion qui est mis en place pour la période 2024-2033 avec des engagements clairs pour chaque partenaire. Qui sont ces partenaires? Alors d'abord le Conservatoire du littoral, dont la mission il s'investit dans la préservation et dans l'accueil du public, dans la préservation du site et dans l'accueil du public. Je pense à la Rade d'Amour où pendant longtemps ils ont investi pas mal pour recalibrer l'histoire de la Rade d'Amour. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. On voit bien qu'il leur manque quand même des fonds pour pouvoir continuer à faire leur œuvre comme on voudrait qu'il soit. Il y a la commune qui s'occupe de la gestion quotidienne et de l'entretien des équipements. Et donc, vraisemblablement, qui va prendre la main de temps en temps sur des tâches qui incombaient au conservatoire, en tous les cas pour les aider à rendre ce site de la Rade d'Amour un peu plus lisible dans son caractère patrimonial et historique.
Il y a le département de la Vendée qui prend en charge 50% des coûts de gestion de la commune. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, l'année N-1, on fait un bilan de toutes nos dépenses et puis on l'envoie au département qui nous paye l'année N. Et puis, il y a l'Office français de la biodiversité qui coordonne les actions de protection et qui assure la surveillance environnementale, et ça, on en a rudement besoin. Et on demande au conseil municipal d'approuver cette convention quadripartite, puisqu'il y a quatre institutions, 4 collectivités qui travaillent ensemble, histoire d'approuver cette convention pour assurer la continuité et la gestion de la protection de ce site naturel important qui est la Pointe d'Arcet et la Rade d'Amour. Est-ce que j'ai suffisamment résumé pour ceux qui ont travaillé sur ce sujet? Non? Est-ce qu'il faut que j'aille plus loin dans les détails? Parce que je peux vous préciser qu'il y a 8 objectifs qui sont définis. C'est d'abord conserver la dynamique géomorphologique naturelle de la flèche d'Arcet, puisque c'est une flèche sableuse. Le deuxième objectif, c'est de conserver ou améliorer la qualité et le fonctionnement écologique des écosystèmes, parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup d'écosystèmes, et encore, ce sera au mois de... Il faut m'aider là, je ne me rappelle plus, c'est au mois de mai. Au mois de mai, je vous invite à venir dans la réserve où il y aura 2 artistes qui nous feront revisiter le chant des oiseaux qui sont sur site, et ça sera vraiment sympa. Il y a aussi l'idée de favoriser le maintien, voire le développement des populations d'espèces patrimoniales, puisque je vous rappelle qu'on travaille en ce moment à repeupler la pointe en faisant un couloir écologique avec les batraciens qui sont les pélobates. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le pélobate, c'est un tout petit batracien minuscule qui est très rare et qui se balade entre... Il faut là aussi m'aider, mais je crois que c'est entre la Belle Henriette et la Pointe d'Arcet, et on nous demande de faire des couloirs écologiques. Alors on les a déjà fait, on a fait des mares au golf, on continue à entretenir certaines mares, enfin voilà, donc on repeuple d'espèces endémiques. Mais il n'y a pas que ça non plus, c'est améliorer et accroître la qualité des espaces périphériques à la Pointe d'Arcet, améliorer et accroître aussi les liens écologiques avec les espaces remarquables voisins, encadrer l'accueil du public, l'information et la formation, accroître les connaissances scientifiques et naturalistes sur les écosystèmes et les espèces qu'on peut y trouver, puis renforcer la protection réglementaire de la pointe. Et tout ça, nous sommes 4 grands co-responsables, à savoir le Conservatoire du littoral, la commune, le conseil départemental et l'OFB. Et là, je crois que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire sans trahir la délibération qui était beaucoup plus longue et qui aurait pris beaucoup plus de temps. Mais ça ne vous empêche pas de poser des questions, j'y répondrai. Une question, Marie-Thérèse. Oui, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de un peu construit au niveau de la Rade d'Amour, au niveau d'amélioration c'est bien beau et j'aime bien penser à tous ces petits... Batraciens. Tous les visiteurs, tous les gens qui vont là-bas à la Rade d'Amour qu'on pourrait informer sur ce site qui était remarquable et qui pourrait continuer à l'être, plutôt que ce soit les souris qui bouffent les archives de M. Renaud, et que ce soit les toiles d'araignée, et que ce soit... les chouettes et les... et que ça apprend rien, et au moins qu'on rende ce site vivant, intéressant, parce que c'est vraiment, ça fait partie du patrimoine pour le coup, ça. Moi, je pense, je vais te dire, je ne vais pas te raconter de carabistouille. On a reçu, donc il y avait tous les représentants, et on a vraiment compris que le Conservatoire du littoral n'avait pas d'argent. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils disent mais on n'a pas d'argent. Et donc, à moins d'un budget communal ou associatif, je ne vois pas comment on pourra, enfin à moins que... Moi, je pense qu'il faut... faire les fonds des panneaux. Oui, mais c'est tout. Qui sont pas assez, mais c'est tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que financièrement, il n'y a pas d'argent. Donc, je le redis, c'est un site qui nécessite quand même beaucoup d'interventions et de ménage là-dedans. Et si on veut redonner tout l'attrait qu'il y avait il y a encore 10 ans sur ce site, où les gens découvraient, c'était vraiment une découverte culturelle et patrimoniale, je pense que là, il faudra aller chercher un financement qui n'existe pas aujourd'hui chez le Conservatoire du littoral.
Parce qu'ils ne nous ont pas rassurés sur le fait de ce qu'ils allaient intervenir. C'est loin d'être les promesses qui étaient faites quand on a cédé, quand ils ont pris ce site-là. Parce Absolument. qu'il va y avoir un écomusée, C'est ça. la vie, enfin la culture des huîtres pour apprendre à tout le monde. C'est ça. La petite chose qui a été faite, c'était bien. Bon, il y avait la petite bande-son avec c'est pas grand-chose qui racontait bien, M. Redon qui racontait la marche, enfin, bon, tout ça. Il y avait quelque chose de propre. Tandis que là, franchement, c'est la honte. Alors qu'on vire ça, qu'on récupère ce qu'il y a dedans encore récupérable, hein, avant que ce soit tout complètement bouffé par les... Moi, je pense que le parc du Marais du Marais Poitevin pourrait être sollicité pour ça. C'est dommage, il y a du matériel, et il y en avait bien plus que ça, je sais pas ce qu'il est devenu, mais on avait vraiment photographié avec Patrick Sauget tout l'intérieur du bâtiment de M. Renaud, et Dieu sait s'il y avait un paquet de matériel qui servait. Bon, il y en a eu un peu de mis, ça pouvait être bien, mais pas dans des conditions comme ça, c'est honteux. Moi, ce que je propose, c'est, on ne pourra pas gérer ça ce soir, mais peut-être sur une commission patrimoniale, de mettre ce dossier sur la table et de voir quelles sont nos capacités, nous, communes, d'intervention financière. Parce que si c'est quelque chose qui tient à cœur la population, et je le pense, parce qu'il faut voir le nombre de visites qu'il y a à l'année, il faut qu'on déclenche quelque chose. Parce que sinon, on y est encore l'année prochaine et on dit la même chose. On parlera des souris, on parlera de l'état délabrement du site. Mais ça nécessite une volonté politique et un financement. Ah bah eux, si on paye, ils seront d'accord. Hein. Ouais, je me méfie. Non, ça c'est sûr. Ils ne paieront pas, mais ils ramèneront leurs frais. Ah, c'est sûr aussi. Ceci étant, il y a un plan aussi d'aménagement à venir de la zone du Havre, et le Conservatoire du littoral est partie prenante, la préfecture est partie prenante, et il y a peut-être aussi des négociations à avoir à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Non. Donc, pour cette convention quadripartite, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. On poursuit avec la mise à disposition de biens immeubles et engagements sur la commune de Léguion, la Presqu'île, et plus précisément sur l'ancienne commune de la Faute-sur-Mer. Ah oui, d'accord, oui. Sécurité avant. Ah, j'ai oublié un truc? Oui. Ah, les maintiens de force de sécurité. Oui, alors, en fait, je les zappais parce qu'elle n'a plus lieu d'être, cette délibération, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on avait décidé de solliciter, à travers l'action que nous avons à l'ANEL et aussi à l'AVEL, on avait écrit au gouvernement en leur disant qu'effectivement, nos territoires littoraux sont au cœur de l'activité touristique française, et que nos stations, on accueille chaque année des millions de visiteurs durant la période estivale. Alors cette affluence qui est exceptionnelle se traduit tout le temps pour toutes nos communes littorales par une augmentation très très forte de la population sur nos territoires, jusqu'à multiplier par 10 ou 15 dans certaines communes comme la nôtre. Face à ces réalités, il y a le renforcement des forces de sécurité qui a toujours été envisagé par soit des pelotons de CRS dans certaines communes, ce qui n'était pas notre cas, mais surtout par la gendarmerie mobile, ce qui était notre cas. Et c'était, on le considère, un sujet qui est complètement indispensable pour garantir la tranquillité publique, la sécurité des habitants, et puis aussi de nos visiteurs, des touristes, des amoureux de notre territoire, pour prévenir les risques accrus d'incidents. Cependant, ces dernières années, les moyens qui ont été alloués à la sécurité estivale sur les littoraux ont connu une diminution qui nous préoccupait, et donc on avait décidé d'écrire, notamment l'été 2024 avait été particulièrement illustré par cette baisse d'effectifs, puisque la tenue des Jeux olympiques et paralympiques à Paris avait conduit à une mobilisation massive des forces de sécurité sur Paris, réduisant drastiquement les renforts habituellement déployés sur notre territoire, et on ne pouvait pas admettre que cette réduction de 2024, et on avait peur que ça devienne la norme. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se débrouiller sans ça en 2024. On va peut-être continuer et faire des économies au niveau national sur les forces de sécurité à envoyer sur les collectivités littorales.
Et donc, on avait écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander de rétablir les effectifs de gendarmerie mobile en ce qui nous concernait, et puis d'anticiper une planification accrue des renforts pour répondre aux besoins spécifiques qui sont les nôtres. Et on voulait, toutes les communes littorales, s'associer et vous faire délibérer sur une motion. Sauf que, à peine on l'a envoyé au ministère de l'Intérieur et Bruno Retailleau, que Bruno Retailleau a répondu au CISEC en disant on vous remet les effectifs que vous demandez. Donc, ça ne sert à rien de voter une motion puisqu'on a eu une réponse volontaire et rapide de Beauvau et du ministre Bruno Retailleau qui va dans le sens de ce qu'on a demandé pour qu'on récupère nos effectifs de gendarmerie mobile sur les territoires littoraux dès l'été 2025. Et c'est pour ça que j'ai oublié de vous en parler parce que dans ma tête, voilà, ça ne nécessitait pas qu'on prenne une délibération puisque de toute façon, ça a été accordé par le ministère de l'Intérieur. De la gendarmerie. Voilà, donc... C'est mieux sur les plages qu'en plein banlieue parisienne. Oui, bien sûr. Et puis eux préfèrent. Bah oui. Donc c'est pour ça que j'en viens à vous parler d'une mise à disposition de biens immeubles. Alors vous allez voir, les biens immeubles, en fait, ce sont des digues. C'est-à-dire que lorsque on a en 2017... C'est pas 17 ? C'est lors de la fusion des communes. Ouais. Alors, quand on a transféré la compétence GEMAPI, pour moi, c'était en 17. Officiellement, 1er janvier 2018. Ah oui, c'était 18 parce qu'on a fusionné en 17. Donc, on a remis à la compétence GEMAPienne et notamment au syndicat mixte Bassin du Lay la capacité de pouvoir intervenir sur nos digues et la propriété de gestion des espaces endigués. Et après examen, il y a des loupés, c'est-à-dire qu'on avait oublié de leur refiler la possibilité de pouvoir être présent, notamment sur les digues et ouvrages hydrauliques situés sur l'ancienne commune de La Faute-sur-Mer, puisque, oui, tu as raison, c'est en 2018. Il y a un procès-verbal entre la commune, la commune et la communauté de communes, et notamment aussi le syndicat mixte Bassin du Lay. C'est pas Poitevin, hein. C'est Bassin du Lay. Ouais. Il convient donc de compléter les 10 procès-verbaux de l'époque, puisqu'il y a alors à la Chénolette un bout de digue sur une superficie de 4517 mètres qui n'avait pas été rendu, notamment sur la digue Est. Toujours sur la Chénolette, 1191 mètres de digue Ouest qui n'a pas été dans le procès-verbal de l'époque. Il y a les relais de la Jeune Prise. Alors là, il y a 41 866 mètres. C'est tout le quartier qui est derrière l'entreprise Claveau, qui fait un virage. Je ne sais pas si tu as les plans. Oui, je veux bien. Comme ça, les gens vont voir. Donc, c'est tout un espace où le GEMAPien, et notamment le syndicat mixte Bassin du Lay, doit intervenir, mais on avait gardé la propriété. Bon, alors, problème d'Internet, c'est pas grave. On a aux 60 routes de la Tranche-sur-Mer, on a 1270 mètres aussi, toujours sur la digue Est. On a rue des Glailleurs, digue Est, on a 640 mètres carrés. Et puis 1237 mètres carrés au lieu dit Les Violettes. Et notamment, c'est l'accès vers la digue du Platin qu'il nous faut re-signer dans les procès-verbaux complémentaires de mise à disposition des biens immeubles et engagements de la commune de L'Aiguillon-la-Presqu'île sur sa commune déléguée de La Faute-sur-Mer vers la communauté de communes Sud-Vendée Littorale, telles que je vous les ai détaillées ci-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? Quand on donne en gestion comme ça, on sait ce qu'ils font au bout de l'année, chaque année, on a des rapports là-dessus ? Ah oui, on siège d'ailleurs au syndicat mixte Bassin du Lay. Vous avez 2 élus qui siègent, 3. Non, 2 élus qui siègent au syndicat mixte Bassin du Lay. Il y a Nicolas, j'y suis. De temps en temps, toi, tu y montes aussi pour avoir les infos, Patrick, dans le cadre de sa mission à l'Urba. Et donc, oui, on a des rapports, on sait exactement quelles sont les interventions, quels sont les travaux qui sont faits par le GEMAPien, par le syndicat mixte Bassin du Lay, sur notre commune. Et ils nous informent régulièrement. Et on est en lien, d'ailleurs, direct, dès qu'il y a... Il n'y a pas seulement sur les travaux ou l'entretien, il y a aussi sur l'action préventive pendant les tempêtes où on est vraiment en lien avec eux. On n'est pas à défaut d'informations avec le GEMAPien. On a régulièrement beaucoup de réunions.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, comme ça ils pourront intervenir. Alors je ne vous cache pas qu'ils intervenaient déjà, hein, s'ils n'ont pas attendu qu'on se rende compte que dans les procès-verbaux, il y avait une petite erreur. On revient sur une autre délibération, notamment la candidature de notre ville au label Ville active et sportive. Vous vous rappelez, pour pratiquement tous, que nous avions déjà ce label dès 2021. C'était la commune de La Faute-sur-Mer qui avait été labellisée en 2021, et ce pour une durée de 3 ans. Il convient donc pour la commune nouvelle de l'Aiguillon-la-Presqu'île de soumettre une nouvelle candidature afin de récompenser la commune et les associations communales de toutes leurs actions. Ce label permettra, outre la récompense du travail effectué, de communiquer en faveur des actions sportives portées par le territoire communal. C'est ni plus ni moins aller rechercher ce label que nous avions obtenu en 2021. Est-ce qu'il y a des questions s'agissant de ce label? Non. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je puisse candidater, poser la candidature de la commune à ce label d'excellence sportive? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et puis on en arrive au compte-rendu des décisions prises sous délégation. On en avait parlé, mais il y a la MOE de l'école. On a 126 670 € qui ont été engagés pour le groupe scolaire, pour les travaux. On a des petites prestations MAPA à hauteur de 240 €, 500 €, et on a l'étude géotechnique pour l'école qui nous a coûté 6 980 €, où j'ai engagé la dépense. Et ma foi, c'est tout pour... Non, j'en oublie. C'est tout pour ce mois-ci. Il n'y a pas eu gros de dépenses. Et le prochain conseil municipal, à moins qu'il y ait une urgence, sera le 31 mars prochain, à 19 h, pour le vote du budget. Donc là, ce sera important. Ce sera un conseil municipal important. Voilà. Eh bien, j'en ai fini avec le conseil municipal d'aujourd'hui.